Bonjour, Damien Carême, vous êtes député européen, c'est votre premier mandat, nous sommes aujourd'hui à mi-mandat. Quelle a été votre réaction en découvrant le Parlement européen? Waouh, ça a été ma réaction. En fait, on arrive dans une grande structure, dans une grande bulle, comme on l'appelle, hein, la bulle européenne. Et je me suis surtout dit, moi qui ai été maire avant cela plus de 18 ans, je me suis surtout dit, je ne vais pas me laisser enfermer dans cette petite ville, dans cette bulle où on trouve un coiffeur, une banque, un supermarché, des restaurants. On n'a plus de douche parce qu'il y a eu des problèmes de liégionellose, mais presque. Voilà, on pourrait vivre complètement détaché du monde, de la réalité. Et moi qui ai été maire donc pendant 18 ans, j'ai besoin de cet ancrage dans le terrain, de la réalité, de la rencontre avec les citoyennes et les citoyens. Donc, c'est tout de suite me dire, OK, on va travailler là pendant de nombreux jours de la semaine, une grande partie de la semaine, mais je veux surtout garder cette rencontre avec les citoyens et donc d'organiser mon agenda pour que les fins de semaine, je sois quelque part en France sur des sujets de prédilection ou que je mène au Parlement, les migrations, l'industrie, l'économie, mais aussi sur d'autres sujets, sur la vie en général, sur l'écologie au quotidien, sur une autre société possible. Donc voilà, c'est ce que je fais depuis le début de mon mandat jusqu'à cette mi-mandat et je compte bien continuer pour la fin de ce mandat. Aujourd'hui, on est à peu près à mi-mandat. Quelle est votre plus grande fierté de votre début de mandat? Je ne sais pas s'il peut y avoir une fierté parce que d'abord, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, qu'on n'a pas gagné de sujet à la hauteur du défi, notamment du défi climatique qui est devant nous, du défi de solidarité avec les questions migratoires. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de grande fierté. On a essayé de pousser sur un certain nombre de sujets. On doit parfois, dans le groupe des Verts européens, voter pour un certain nombre de sujets parce que c'est mieux qu'avant, mais c'est loin d'être suffisant pour être à la hauteur des enjeux. Donc voilà, enfin, beaucoup d'humilité surtout et de me dire il faut continuer. Je suis en train d'y réfléchir en même temps, mais je n'ai pas de sujet de grande fierté. Il y a quelques avancées et qui nécessitent déjà des batailles importantes pour avoir ces quelques avancées. Mais franchement, par rapport à moi ou des sujets où j'ai été ce qu'on appelle shadow rapporteur, rapporteur pour les Verts européens sur un certain nombre de dossiers, oui, il a fallu batailler, il a fallu essayer de convaincre de députés d'autres groupes politiques pour essayer d'avoir des majorités sur un certain nombre de textes. Mais ce ne sont que des rapports d'initiative, non pas des textes législatifs. Donc, ça donne l'orientation du Parlement à la Commission, mais ça ne fait pas le texte législatif derrière. Donc voilà, ouais, je ne peux pas dire qu'il y a une grande fierté pour le moment. C'est des combats de tous les jours, de tous les instants. Et aujourd'hui, vous êtes reconnu et vous êtes très en pointe sur les questions d'empathie en général, plus particulièrement sur les questions d'asile, de migration, sur les questions liées à la protection des données. Vous êtes très engagé dans la commission Libé, qui porte un nom un peu barbare comme beaucoup de commissions du Parlement. Vous pouvez nous décrire un peu cette commission? Alors effectivement, la commission Libé a un spectre très large. Ça va de la protection des données sur Internet, tout ce qui est problématique numérique, au respect de l'état de droit dans un certain nombre, enfin de respect de l'état de droit en règle générale et avec les problèmes qui se posent aujourd'hui en Hongrie, en Pologne, en Slovaquie ou ailleurs. Donc c'est très large et les questions liées à la migration. Donc voilà, c'est aux droits des femmes. Enfin
voilà, c'est très, très, à l'intelligence artificielle, c'est très, très large, le spectre de l'IB. Ce qui fait qu'on ne peut pas être de tous les combats, on ne peut pas être de tous les dossiers, que j'ai des copains ou des copines qui se sont spécialisés sur la commission femmes, sur la commission protection de la vie personnelle avec la protection des données sur les réseaux. Enfin voilà, et sur l'état de droit aussi, parce que ça nécessite des déplacements dans un certain nombre de pays et quand le temps il n'y a que 24 heures par jour et 7 jours par semaine, on peut pas être partout, et que pour faire avancer correctement les dossiers, ben oui, on se spécialise un peu quand même sur un certain nombre d'entre eux. Mon expérience en tant que maire de Grande-Synthe enfin, ce qui m'est tombé dessus, c'est que j'ai dû travailler sur les problèmes de migration et que je me suis beaucoup investi dans ces combats humains. Et voilà, donc c'est un combat de tous les instants et je le disais lors d'une dernière intervention, voilà, c'est la 4e fois qu'on fait une réunion en 2 ans et demi au Parlement européen sur la recherche des sauvetages et la recherche et le sauvetage en mer, en Méditerranée, et que depuis qu'on en parle, nous, au Parlement européen, il y a eu plus de 3500 morts, le temps que nous, dans nos bons fauteuils, bien chauffés, bien éclairés, à l'aise, on essaie de trouver une solution pour ces pays, enfin pour éviter ces drames. Eh ben, il y a des morts et tout le monde s'en fout. Et ça m'exaspère au plus haut point. Il n'y a plus d'ailleurs qu'en Méditerranée, puisque à côté de chez moi, en mer du Nord, il y a maintenant des morts parce que même directive sur les protections des frontières et donc même conséquence, des gens qui tentent le tout pour le tout. Et voilà, il y a des gens qui tentent la traversée du détroit du Pas-de-Calais, là, sur des petites embarcations. C'est le détroit, des détroits les plus dangereux au monde et qui se retournent et qui meurent comme il n'y a pas très longtemps. Et on a retrouvé le corps d'un petit gamin en Norvège qui avait dérivé sur 1400 km. Voilà, il s'était noyé en essayant de passer au mois d'octobre dernier. Et c'est l'horreur de ce qu'on vit et c'est l'horreur à laquelle reste indifférent la majorité des pays européens. Et voilà, c'est ce combat que j'essaye de mener. C'est pas facile. C'est pas. On est sur des États qui se replient les uns sur les autres, sur une Europe qui devient une Europe forteresse. Et le problème n'est pas résolu. Et c'est pas parce qu'on met des millions ou des milliards avec des gardes-frontières, des protections des frontières, que ça change le problème, ça augmente le risque pour ceux qui veulent à tout prix fuir leur pays. Personne ne quitte son pays par plaisir. C'est vraiment quand on est contraint. Et que les politiques européennes aujourd'hui ne font qu'enrichir les réseaux de passeurs et générer des morts aux frontières européennes. Voilà, c'est la commission Libé dans une des parties à laquelle je participe moi. Je suis le rapporteur des Verts pour la nouvelle directive, le nouveau pacte Asile-Migration, qui comprend la directive Dublin, le remplacement de la directive Dublin. Et l'Europe, la Commission européenne, ce qu'elle nous a proposé est une catastrophe. Tout le monde le dit aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi on va aboutir. On a déjà fait 6 ou 7 réunions des différents rapporteurs des différents groupes européens sur ce pacte asile-migration. On a auditionné beaucoup d'organismes internationaux. Tous pensent que c'est pas une réponse au problème qui est posé et on essaie d'avancer, de trouver une issue sur ce pacte, mais ça va pas être simple. On devrait peut-être faire une proposition septembre-octobre et on verra bien les suites qui seront réservées. Mais voilà la commission Libé comme le travail qui est le nôtre. Et moi, je refuse que l'indifférence prenne le pas sur l'empathie, la dignité humaine. Donc, voilà, c'est un combat de tous les moments. Et vous avez été donc confronté localement aux conséquences du système de Dublin. Aujourd'hui, vous pouvez vous confronter avec un appareil législatif à la manière dont un texte de loi impacte le réel des gens. Vous pouvez nous parler un peu de la mécanisme de Dublin et ce qu'on pourrait faire pour en changer ou en sortir? En fait, pour rappeler ce que c'est que la directive Dublin, c'est que ça rend responsable le pays dans lequel rentrent les personnes qui cherchent refuge,
de l'examen de la demande d'asile. Ce qui provoque dans les pays aux frontières européennes une explosion des arrivées. C'est vrai en Grèce, c'est vrai en Italie, c'est vrai en Espagne. Forcément, ce sont eux qui sont en première ligne avec les autres continents. Et du coup, un engorgement dans ces pays-là qui ont poussé, par exemple, à un moment, l'Italie à un ras-le-bol, et de la population italienne à un ras-le-bol, ce qui fait qu'on a eu l'avènement d'un Salvini dans ce pays-là, parce qu'on laisse ces pays se débrouiller avec cette problématique-là. J'ai moi-même été sur l'île de Samos en octobre 2019, quelques mois après mon élection, pour aller constater ce qu'étaient ces hotspots européens, donc ces lieux où on héberge ces personnes-là en attendant que le pays examine leur demande d'asile. Et sur un camp qui était prévu pour 617 personnes, ils étaient 6000 en fait autour du camp, donc avec presque 5500 personnes sans accès à de la nourriture, sans accès à des soins, sans accès à des douches, à des toilettes. Tout reposait uniquement sur des ONG qui étaient là autour. Mais on est bien, voilà, ça montrait précisément le dysfonctionnement des décisions européennes. Et ce que j'ai vu à Samos, c'était vrai sur l'île de Lesbos et sur toutes les îles grecques qui sont dans cette situation-là. La Commission européenne, avant de présenter son plan asile-migration, son pacte asile-migration, il y avait eu l'incendie juste avant, il y avait eu l'incendie du camp de Lesbos. Et elle nous avait juré les grands dieux, et la présidente Ursula von der Leyen et la commissaire Johansson aux migrations nous avaient juré leurs grands dieux que c'était fini les camps comme ceux-là, etc. Et quelques jours plus tard, ils nous présentent ce pacte asile-migration qui ne retirait en rien la responsabilité des premiers pays entrants qui devaient examiner la demande d'asile de toutes les personnes qui arrivaient. Donc, on aura de nouveau des camps. Et ce qu'on demande, nous, notamment les maires européens, c'est de se dire, non, qu'il y ait un enregistrement de la personne au moment où il arrive. Mais qu'après, si cette personne, elle demande à aller en Allemagne, en France, en Suède ou ailleurs, on fasse aller cette personne dans ce pays-là, qui, lui, regardera la demande d'asile de cette personne, qui l'examinera pour savoir. Mais du coup, on ne laisse pas les pays frontaliers en charge de ce problème énorme. Et parce qu'en fonction des conflits qui peuvent arriver, comme c'était le cas quand je suis allé, moi, à Samos, il y avait des Syriens, une famille syrienne qui était arrivée et qui avait fui peu de temps avant les bombardements du nord de la Syrie sur le Kurdistan syrien par les Turcs. Forcément, ces personnes-là se sauvent parce qu'elles sont sous les bombes, qu'elles ne peuvent pas aller autre part en Syrie parce que là, on connaît la situation. Donc, elles arrivent en Europe. Et tout à fait légitimement, comme la Convention de Genève, dont on célèbre ces jours-ci les 70 ans, vont déposer un dossier de demande d'asile. Donc, oui, ils sont irréguliers au moment où ils arrivent parce qu'ils n'ont pas demandé un visa pour entrer dans le pays, mais comment voulez-vous que dans un pays en guerre, on aille dans l'ambassade demander un visa pour aller quelque part? Eh bien oui, ils arrivent de manière ce qu'on appelle irrégulière, mais leur demande de demande d'asile est, elle, tout à fait conforme au droit international et notamment à la Convention de Genève de 1951. Donc, cette personne va déposer un dossier pour faire sa demande d'asile. On lui donne un rendez-vous, c'était en octobre 2019, on lui donne un rendez-vous en février 2021. Vous voyez bien le nombre de mois, 15 mois, 16 mois, sans qu'il y ait qu'il se passe quoi que ce soit et sans que cette personne soit prise en charge par qui que ce soit parce que plus de place dans les camps. Donc, c'est impossible. Et avec la meilleure volonté du monde, on n'arrivera pas à résorber le nombre de personnes qui arrivent en fonction de conflits à certains moments. Donc, il faut qu'on fasse différemment, qu'on organise différemment l'accueil de ces personnes, qu'on mette en place aussi des corridors humanitaires pour que les personnes, tout de suite à la sortie de la Syrie, puissent avoir un recours avant de traverser un certain nombre de pays et d'arriver en Europe, comme c'est le cas par exemple pour les Érythréens, pour les Soudanais qui doivent traverser notamment la Libye. Et on sait aujourd'hui ce qui se passe en Libye et comment les migrants sont traités, réduits à l'esclavage, torturés. Le médecin de Lampedusa me parle même de camps de concentration qui est en Libye.
pourtant aidé par la Commission européenne, par l'Europe. Enfin voilà, donc il faut réformer tout ce dispositif-là. Nous, les Verts européens, on a la proposition pour réformer ce pacte asile-migration, créer des corridors humanitaires, une répartition dans les pays. Et s'ils n'acceptent pas ces pays-là, eh ben derrière, il faut qu'il y ait des sanctions financières qui soient mises à contribution pour que les pays qui en accueillent plus puissent accueillir correctement ces personnes-là, avec un système d'accueil qui soit complètement revu, parce qu'il ne suffit pas de se dire on les accueille, si c'est pour les maintenir dans des chambres d'hôtel, notamment des mineurs isolés, comme ça se passe en France, sans accompagnement ni psychologique, ni d'apprentissage de la langue française, ni médical, ni juridique, ni rien, franchement, c'est voué à l'échec. Donc, il faut qu'on mette en place dans les pays européens un dispositif d'accueil généralisé, parfois en s'appuyant sur des réseaux de villes accueillantes. Je suis moi-même président fondateur de l'Association nationale des villes et territoires accueillants, et il existe partout en Europe des villes accueillantes, et c'est que les États puissent se reposer sur ces villes qui acceptent, si les États sont présents au rendez-vous, qui accepteraient de mettre en place des dispositifs d'insertion sociale et professionnelle dans leur commune de ces personnes-là. Donc, il y a tout un dispositif à mettre en place au niveau européen pour réformer Dublin et pour réformer la migration en règle générale et comment on régit en fait les migrations. Enfin, on ne va pas régir les migrations, pardon, c'est un défaut de langage. Les migrations, elles ne sont pas conjoncturelles. C'est un phénomène structurel. Ça existe depuis la nuit des temps. Il y a toujours eu des migrations. Il y en aura toujours. On n'arrivera pas à les arrêter. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien d'essayer de les arrêter. Et elle se fera de plus en plus nombreuse. On le voit déjà aujourd'hui avec le changement climatique, le nombre de populations qui vont devoir fuir leur pays parce qu'il n'est plus possible de travailler dans leur pays. Alors, on parle de migrants économiques, donc j'ai horreur de la terminologie, parce que c'est des gens qui, par exemple, des agriculteurs, qui ne peuvent plus cultiver leurs champs parce que le changement climatique fait qu'il n'y a plus rien qui pousse dans leur pays. Eh ben, ils vont aller essayer de faire leur métier ailleurs et dans un autre pays, puisque aujourd'hui, ils sont victimes de ce changement climatique. François Gémen, qui est un des chercheurs sur les migrations imminents en Europe, dit qu'aujourd'hui, 40% des migrants sont déjà des migrants climatiques. Et donc, ça a intégré. Alors, moi, je ne suis pas pour faire des catégories de migrants climatiques, migrants économiques, migrants du terrorisme ou des choses comme ça. Il y a des migrants, point barre, et comment on organise les choses. Et voilà, l'idée, c'est aussi de combattre toutes les idées reçues qu'on a là-dessus, avec la fameuse phrase « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Je hais les gens qui sortent cette phrase-là. On est loin d'accueillir toute la misère du monde. 87% des migrations se font dans les pays limitrophes à ces pays qui s'enfuient. Je reprends l'exemple du Liban. Il y a le Liban qui fait 4 millions d'habitants, accueille 1 million de Syriens. Et pourquoi, d'ailleurs, les Syriens sont allés au Liban? Parce qu'ils espèrent qu'une chose, c'est de pouvoir retourner dans leur pays dès que les conflits seront réglés dans leur pays. Mais c'est vrai aussi au Soudan, c'est vrai aussi en Érythrée, avec tous les pays qui accueillent autour de chez eux. Je pense que c'est l'Ouganda qui a le triste record d'avoir le camp le plus peuplé du monde de réfugiés, mais qui aussi octroie des terres aux migrants qui arrivent chez eux, plutôt que de les refouler, parce qu'ils savent bien que de toute manière, ça ne passe pas. Et pourquoi? Parce que les Soudanais qui viennent là pour se réfugier espèrent un jour retourner sur leur pays de naissance, retrouver leurs racines, leur culture, leur famille, leurs amis. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on envisage l'immigration. Donc, voilà un peu la réforme de Dublin, jusqu'où ça va, à quoi ça touche et comment il faut l'envisager de manière beaucoup plus macro que regarder les petits détails qui font finalement le lit d'extrême droite quand on les met en avant et les politiques qu'on met en œuvre en Europe aujourd'hui, mais aussi dans les États membres, les politiques que demande l'extrême droite sur ce refus des migrations. Ça devient un débat de société, alors qu'en fait, les chiffres, et encore plus aujourd'hui en 2021, les chiffres sont revenus avant la crise, soi-disant la crise de 2015. Donc, on est revenu à quelque chose de complètement normal et qu'on connaîtra par la suite, qu'on connaîtra de manière plus récurrente par la suite. Vous êtes aussi membre, ça fait un peu le lien sur les questions climatiques engagées dans la mutation de notre modèle.
À ce titre, vous êtes membre de la commission ITRE. Vous pourriez nous décrire le fonctionnement de cette commission, son périmètre, la manière dont elle impacte le réel? Alors, la commission ITRE, industrie, technologie, recherche, énergie, etc., c'est effectivement tout ce qui touche aux politiques énergétiques, industrielles et la recherche sur l'Europe, sur le continent européen. Donc, elle impacte forcément, puisque 75% des émissions de gaz à effet de serre en Europe, c'est lié à l'énergie. Donc, il y a des choix qui sont faits et des orientations qui peuvent être données par la commission ITRE qui sont déterminantes pour le changement climatique, la lutte contre le changement climatique. Voilà, donc c'est une commission extrêmement importante, mais qui est aussi peut-être la plus conservatrice du Parlement européen, parce que c'est celle aussi où les lobbies sont le plus puissants, où ils interviennent régulièrement, où ils font pression sur les eurodéputés le plus ardemment, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts financiers en jeu et de la préservation d'intérêts financiers qui pourraient être remis en cause par les décisions qui pourraient être prises par cette commission ITRE. Moi, j'ai été dans cette commission rapporteur pour les Verts européens de tout le sujet sur l'hydrogène. Et en ce qui concerne les Verts européens, l'hydrogène vert, c'est-à-dire l'hydrogène uniquement fait à partir d'énergies renouvelables. Et on voit bien que même les sociodémocrates, qui disent qu'ils sont écologistes aujourd'hui, finalement ouvrent des baies énormes, des plaies énormes dans le projet, en acceptant qu'on ait ce qu'on appelle de l'hydrogène bas carbone, qui est un hydrogène fait à partir d'énergie nucléaire ou d'énergie fossile avec du gaz, mais avec un procédé qu'on appelle la capture du carbone, et voilà, on va capter le carbone qui est émis au moment de la fabrication de cet hydrogène et on va l'enfouir en laissant ces stocks, comme avec le nucléaire, les déchets nucléaires, aux générations futures. Donc, on ne résout aucun sujet et aucun problème lorsqu'on parle de cet hydrogène. Donc, nous, on n'a pas voté pour ce rapport parce que, justement, il ouvrait la voie à cet hydrogène bas carbone qui fait aujourd'hui les choux gras du gouvernement en France et d'un certain nombre de gouvernements aussi de l'Est, puisqu'on a vu cet accord entre Emmanuel Macron et Viktor Orban pour défendre et le nucléaire et le gaz dans les projets d'énergie européens. Donc voilà, c'est une commission qui est importante, déterminante, c'est peut-être celle où les bagarres sont les plus rudes, parce que c'est celle où il faut sortir de l'ancien monde pour arriver dans un nouveau monde. Et on voit bien là les replis sur les intérêts financiers dont font part le PPE, dont font part Renew Europe, dont font part les extrêmes droites que sont ID et le CR, et parfois même les sociodémocrates sur un certain nombre de sujets comme sur celui d'hydrogène. C'est là aussi que j'étais rapporteur de la taxe carbone, comme je l'étais aussi pour la commission Econ. J'étais en commission Econ et ITRE sur la taxe carbone européenne, et j'ai travaillé avec Yannick Jadot, qui était le lead dans la commission Envie, sur cette taxe carbone européenne qui a plusieurs objectifs. C'est protéger notre industrie européenne à qui on demande de faire des efforts dans leurs émissions de gaz à effet de serre. On les encourage et on leur demande de faire des efforts, mais c'est vrai qu'il ne faut pas les placer en concurrence déloyale par rapport aux importations qui arrivent en Europe par de l'acier, par exemple, qui ne serait pas produit avec les mêmes contraintes environnementales que celles qu'on impose à notre industrie de l'acier en Europe. Donc l'acier chinois, l'acier turc, l'acier russe qui arrive avec des taux d'émissions de CO2 par tonne d'acier extrêmement plus importants que celles de l'Europe. Donc il faut qu'on mette cette taxe carbone aux frontières, et elle a un double avantage. C'est pas qu'un protectionnisme de notre économie, de notre industrie, c'est aussi un protectionnisme environnemental, parce que on n'interdit pas aux pays de venir importer leurs produits chez nous. On leur demande, vous voulez venir importer vos produits chez nous, vous les produisez avec les mêmes règles que celles qu'on impose à notre industrie. On le fait déjà depuis très longtemps. Je prends toujours cet exemple parce qu'il est criant. Avec les jouets, par exemple, qu'on importe en Europe. Vous savez, sur les jouets, il faut qu'ils aient la norme CE. Il y a une petite étiquette, la CE.
Pourquoi? Parce qu'on a lutté pour ça en Europe, pour éviter d'avoir des enfants qui meurent étouffés parce qu'ils arrachent le nez, par exemple, d'un nounours qu'ils avalent et avec lesquels ils s'étouffent. Donc, on a imposé des normes de fabrication européenne et qu'on a dû imposer aux importations. On demande aujourd'hui la même chose sur un certain nombre d'industries extrêmement polluantes que sont la production de l'acier, la production du ciment, la chimie, pour les premiers secteurs concernés. Voilà. Et là, on se bat contre ces industriels qui font un chantage à l'emploi, qui font un chantage à ce qu'on appelle au flux de carbone, c'est-à-dire si vous imposez ça en Europe, on va aller ailleurs. Oui, mais bon, si on impose les importations en Europe, que vous soyez là ou ailleurs, ça reviendra au même puisque vous aurez à payer vos importations. Donc, la variable d'ajustement, c'est ce dont il faut voir et le point sur lequel il faut être vigilant, c'est que tout cela ne se passe pas sur le dos des salariés. Parce que si on veut inclure dans nos coûts la taxe carbone qui est imposée, il ne faut pas que ce soit les salariés qui voient leur salaire diminuer ou ne pas augmenter. Et c'est malheureusement ce qui se passe dans l'industrie textile. Vous savez qu'on a beaucoup exporté l'industrie textile, notamment en Asie, et que le seul intérêt de ces importations et de cette exportation de là-bas, c'est le coût de la main-d'œuvre qui est complètement exploité. On le voit bien aujourd'hui. Si on peut acheter des t-shirts à 1 euro, ce qui est lamentable en France, c'est parce que on réduit en esclavage des enfants ou des personnes dans ces pays asiatiques qui font ces vêtements. L'industrie textile, qui est la deuxième source de pollution dans le monde, soit dit en passant. Donc voilà, le travail à la commission ITRE, c'est effectivement dans des secteurs largement, et je le connais bien, et à chaque fois, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la migration et le rapport avec mon mandat local de maire, mon expérience, c'est la même chose sur l'industrie et la taxe carbone aux frontières, c'est que j'avais sur le territoire de ma commune à Grande-Synthe ArcelorMittal, qui à lui seul émet 2,5% des émissions de CO2 de la France, cette seule usine à Dunkerque, et que ça fait des années que je me dis comment on peut faire pour aider cette industrie, pour faire en sorte de pousser cette industrie à réduire leurs émissions de CO2, ce qui est extrêmement important. Ben voilà, on peut passer par la production d'hydrogène. Je rejoins le sujet dont je parlais tout à l'heure. Il y a des pilotes qui sont en cours en Suède et en Finlande et qu'on montre qu'aujourd'hui, on peut faire de l'acier zéro carbone grâce à l'hydrogène vert et on peut protéger donc ces investissements nécessaires dans ces entreprises-là par une taxe carbone aux frontières. Donc, à chaque fois, je m'inspire de mon expérience locale pour voir les implications européennes et donc les solutions qu'on peut mettre en œuvre en Europe. Et donc, on les connaît. On sait qu'elles marchent, qu'elles peuvent marcher, vraiment. Il y a plein d'études, plein de prospectives qui sont faites aujourd'hui. Il manque juste du courage politique à nos dirigeants pour les mettre en œuvre et pour réellement afficher une volonté de combattre le climat. On voit bien que tous signent des engagements, des conventions, des objectifs, mais ils ne respectent en rien. Et d'ailleurs, le procès que j'ai fait en tant que maire de Grande-Synthe et que je viens de gagner au Conseil d'État montre bien que la France a pris des engagements qu'elle ne respecte pas, des engagements qui étaient déjà faibles pour 2040 et qui vont devoir, et la Commission, ces jours-ci, va fixer de nouveaux objectifs, va devoir encore renforcer son combat et qu'elle va devoir mettre les bouchées doubles pour arriver à atteindre ses objectifs de neutralité carbone en 2050. Et vous êtes aussi membre de la commission Econ. Vous êtes un peu engagé en militant de la dignité. Vous pouvez nous expliquer les travaux de cette commission ? La dignité, elle peut être partout. Elle est peut-être plus prononcée dans la commission LIBE qu'en économie, même si lutter contre les dérives d'Amazon, c'est aussi préserver la dignité des salariés dans ces entrepôts. Donc, j'ai été dans la commission Econ rapporteur sur la taxe carbone, comme je l'étais en ITRE, logique à travers ces deux commissions, mais je suis aussi en tant que membre de la commission Econ sur les sujets de taxation, en fait. Donc, je suis représentant des Verts dans une sous-commission de taxation qui a vu le jour il y a quelques mois maintenant, et sur lequel on a travaillé, par exemple, sur un premier rapport d'initiative sur la taxation du numérique.
où chacun, et là pour le coup, il y a eu pratiquement l'unanimité sur le texte qui a été déposé en disant c'est plus possible, il faut taxer les GAFAM, il faut mettre une imposition non plus fictive, mais réelle, effective et réelle. Parce que vous savez, on peut taxer à 33%, comme c'est le cas en France, et en fait, le taux effectif, c'est 19%, ce que payent réellement les entreprises. Donc, il faut vraiment fixer un taux d'imposition minimum et effectif sur ces entreprises du numérique. Et donc, on avait eu une belle victoire du Parlement européen, et vous avez vu ce matin même que la Commission vient de dire qu'elle ajournait sa décision en matière de fiscalité du numérique à la demande des États-Unis, parce que les États-Unis ont demandé à l'Europe de revoir sa copie dessus. Forcément, Amazon, Google, Apple, Facebook sont toutes des entreprises américaines. Donc, le sujet est pas clos encore. C'était une petite victoire, mais aujourd'hui, elle est mise à plat. Alors, il y a une autre qui arrive, c'est l'impôt minimal qui est au moins de 15% des multinationales à travers le monde, avec un accord à l'OCDE que le G20 vient de ratifier. Donc voilà, ça c'est une avancée. Vous savez qu'on doit récupérer des milliards liés à la pandémie, d'emprunts qui ont été faits et de dettes qui ont été creusées, mais aussi pour préserver nos services publics, chez nous particulièrement en France. Le système de santé, l'éducation, la culture, enfin, il y a plein de secteurs qu'on doit préserver. C'est notre modèle de société française qu'il faut qu'on préserve. Il faut qu'on puisse aller chercher les milliards là où ils sont, c'est-à-dire dans les poches des plus nantis de ces multinationales qui ont fait, vous l'avez vu sur les dernières études, des bénéfices records ces dernières années, et que les patrons de ces multinationales ont engrangé des milliards d'euros supplémentaires en 2021, en pleine période de crise, que les années précédentes. Donc voilà, il faut rétablir un peu plus d'égalité, de rompre ces inégalités qui sont croissantes en Europe comme en France, et à travers la commission Econ, voilà, on essaie de mettre un certain nombre, de promouvoir un certain nombre de règles, d'orientation. Il faudrait, c'est ce qu'on dit dans un dernier rapport qu'on a fait nous, il faudrait qu'on revienne sur les règles de déficit public, d'endettement. Enfin, voilà, on sait que tout ça a été fait de manière très subjective à un moment donné, qui reposait sur rien de tangible. Il faut qu'on remette en cause ces règles-là. Donc, les traités européens, vous savez que ça devient compliqué puisqu'il faut à ce moment-là l'unanimité des États membres. Et aujourd'hui, il y a un fossé qui s'est creusé entre un certain nombre de pays et d'autres. Certains sur les matières fiscales, sur les paradis, la lutte contre les paradis fiscaux, ce qui fait aussi partie d'Econ, lutte contre tout progrès. C'est Luxembourg, c'est l'Irlande, c'est Malte, c'est par exemple, pour prendre quelques pays. Donc c'est pas facile de travailler à une modification des traités, mais au moins le sujet est abordé ces derniers temps, donc il va falloir qu'on le pose et que chacun, vraiment en responsabilité, décide quelle orientation on veut donner à la politique économique européenne dans les prochaines années. Alors, il y a des frémissements, on le voit bien, même la BCE, Christine Lagarde, le BCE sa feuille de route, c'est lutter contre l'inflation. Aujourd'hui, elle se dit que peut-être il faudrait laisser filer un peu l'inflation plutôt que d'avoir des politiques d'austérité. On sent qu'il y a des choses que nous on réclame depuis un certain nombre d'années qui sont en train de faire leur chemin. Et les Verts ont peut-être le tort d'avoir eu raison trop tôt. Mais aujourd'hui, il y a une urgence à faire. Et si on nous avait donné le pouvoir plus tôt, on n'en serait pas dans la situation catastrophique dans laquelle on est aujourd'hui. Merci Damien, on va terminer sur ces mots encourageants. Merci. Bonnes vacances à vous.